La voix douce, le sourire spontané, elle est la nouvelle vedette poétique d'une cause qu'il est un peu moins. Je veux vous parler de Rima Hassan. Si vous ne la connaissez pas, Rima Hassan est une militante et juriste franco-syrienne, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Depuis quelque temps, elle s'est faite connaître des médias grand public pour se muer progressivement en icône francophone de la cause palestinienne. Un ton posé, des formules touchantes, le narratif bien rodé, Rima Hassan maîtrise à la perfection les codes de la communication qui séduisent la presse, à l'instar du journal Le Monde, qui la décrit comme la voix d'une Palestine chevillée au cœur. Il faut dire que son discours est réglé comme du papier à musique. À chacune de ses interventions, elle met son expérience familiale au service d'une trame politico-historique, celle d'un vieux peuple palestinien qu'un colonialisme juif aurait condamné à l'exil perpétuel. À ce titre, et elle n'en démord pas, la militante se présente systématiquement comme une réfugiée palestinienne, bien que celle-ci n'ait jamais eu à chercher de refuge. C'est pourtant bien en cette qualité qu'elle s'autorise ce genre de sortie. Au nom de quoi, moi je vais terminer là-dessus, Allez-y, au nom allez-y, de quoi, moi je ne pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents. Au nom de quoi? Au nom de quoi je ne pourrais pas aller me balader, retrouver les villages où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents ont vécu, où ils ont planté des oliviers, où ils ont eux-mêmes construit leur maison. Au nom de quoi je ne pourrais pas le faire? Seulement, est-ce qu'elle a tort? Les descendants de réfugiés ne peuvent-ils pas se présenter eux-mêmes comme des réfugiés? Eh bien, en règle générale, non. Selon la définition de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, un réfugié est une personne forcée à fuir son pays en raison de conflits ou de persécutions. En principe, ce statut ne s'hérite pas. Si c'était le cas, Gérald Darmanin, Anne Hidalgo, Elisabeth Borne ou encore des célébrités comme Eminem et Daniel Radcliffe pourraient, en vertu de l'expérience de leurs ancêtres, tous se présenter comme des réfugiés. Mais cette règle connaît une exception, une seule. Celle des Arabes palestiniens. C'est la seule population au monde à pouvoir se transmettre le statut de réfugié de génération en génération, indépendamment des réalités vécues. Pour mieux comprendre ce système, en voici un exemple. Nous sommes en 1948. Omar vit dans la ville de Jenin, alors située en Palestine britannique. Le 14 mai, Israël déclare son indépendance et en réaction, les États arabes se précipitent pour détruire l'État juif. Mais contre toute attente, Israël remporte la guerre. Comme d'autres civils, Omar décide de fuir et part s'installer à Amman, en Jordanie. Là-bas, Omar rencontre sa femme et ensemble, ils décident d'émigrer vers la France. Une fois installé, le couple met au monde un garçon appelé Yanis, qui grandit avec la nationalité française. Yanis émigre en Suisse et y épouse une certaine Hélène et ensemble, ils décident d'adopter une fille nommée Charlotte. Eh bien, en vertu du système de l'ONU, Charlotte peut être considérée comme une réfugiée palestinienne, et ce, bien que ni elle, ni ses parents n'aient connu de fuite ou de guerre. Rima Hassan peut donc bien se présenter comme une réfugiée, même si au sens réel du terme, elle n'en est pas une. Alors pourquoi? Pourquoi les Arabes palestiniens sont-ils les seuls à jouir de ce régime d'exception? En principe, le statut de réfugié a une fonction humanitaire. Il sert à protéger les droits d'individus que l'exil a rendus vulnérables. Mais dans le cas des Arabes palestiniens, ce statut se transforme en arme politique, celle d'entretenir la délégitimation d'Israël à travers une revendication très chère aux ennemis de l'État hébreu, le droit au retour. Selon ses partisans, le droit au retour serait le droit naturel des descendants des réfugiés arabes qui occupaient la Palestine britannique de s'implanter aujourd'hui en Israël. Traduction, c'est un principe qui, mis en application, signerait la fin de l'État hébreu, ainsi que le nettoyage ethnique des Juifs de leurs terres indigènes. En effet, si Israël constitue l'État-nation du peuple juif, c'est parce que c'est le seul pays de la planète où les Juifs vivent de manière souveraine, c'est-à-dire qu'ils assurent leur propre sécurité et décident pour eux-mêmes de leur avenir. Mais cette souveraineté, elle est conditionnée à leur majorité démographique. L'immigration subite de millions d'Arabes impliquerait mécaniquement la fin de sa majorité juive, la fin de l'armée de défense d'Israël et donc la mort du seul État juif au monde. Ce serait un retour au temps où le sort des Juifs dépendait de l'humeur des peuples au sein desquels ils étaient dispersés. Et c'est exactement cet objectif qui se cache derrière le droit au retour, que ces militants expriment souvent par le slogan « De la rivière à la mer, libérons la Palestine ». Mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont, c'est une cohabitation totale. Le droit au retour des Arabes palestiniens, le projet d'État binational, c'est en fait une manière détournée et adoucie d'appeler à la destruction de l'État d'Israël. Alors comment Rima Hassan et son écosystème justifient-elles un tel projet?
en invoquant un autre droit, celui des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pourtant sur ce même principe que se fonde le sionisme, le droit du peuple juif à vivre souverainement sur sa terre indigène, qui n'est nulle autre que la terre d'Israël. Vous l'aurez compris, tout l'enjeu pour le camp pro-palestinien réside donc dans sa capacité à démontrer qu'avant l'indépendance d'Israël en 1948, les Arabes qui vivaient dans cette région formaient un peuple distinctement palestinien. C'est à cette seule condition que les antisionistes peuvent présenter Israël comme un projet colonial et exiger un droit naturel au retour des supposés indigènes palestiniens. La question reste donc entière. Avant 1948, y avait-il un peuple palestinien ? Eh bien, c'est justement là que le bât blesse. À la fin du 19e siècle, la Palestine n'existe pas dans l'imaginaire arabe. La région appartient à une grande province de l'Empire ottoman. C'est la Grande Syrie, que les Arabes connaissent sous le nom de Bilad el-Sham. Dans cet ensemble, la population majoritaire est arabe et la plupart de religion musulmane. Ces derniers se voient généralement comme les membres d'une grande nation arabe de plus en plus désireuse de s'affranchir de la domination ottomane. C'est dans ce contexte que naît le panarabisme, le projet nationaliste d'un grand État arabe étendu au Moyen-Orient. En fait, à cette époque, la Palestine en tant qu'entité géographique étendue du Jourdain à la Méditerranée n'a de sens que pour les Juifs et les cartes européennes. Pour les Juifs, parce que la Palestine correspond à Eretz Israël, la terre d'Israël. C'est le foyer historique, culturel et religieux de la nation juive, là où depuis 20 siècles, les Juifs espèrent y refonder leur souveraineté antique, perdue lors des guerres judéo-romaines. C'est d'ailleurs à l'issue de ces guerres que l'Empire romain choisit de punir les autochtones juifs en remplaçant le nom de leur terre, la Judée, par celui de leurs ennemis bibliques, les Philistins. Et c'est ainsi que la terre d'Israël fut cyniquement rebaptisée Syrie-Palestine. Si les atlas européens ont conservé ce nom à travers les âges, il n'a toutefois jamais désigné de peuple arabe. En vérité, il fut le plus souvent invoqué pour aborder la question juive. Voilà pourquoi, au début du XXe siècle, le nationalisme palestinien est synonyme de sionisme. Cette affiche de 1947 qui appelle à libérer la Palestine est une affiche sioniste, tout comme celle-ci ou encore celle-ci. Le journal israélien, le Jerusalem Post, s'appelait à l'époque le Palestine Post. L'équipe de foot palestinienne des années 1930 arborait sur ses maillots l'étoile de David. Pour s'en prendre à la judéité du président du Conseil, Léon Blum, la presse antisémite française allait même jusqu'à le qualifier de jument palestinienne. Très vite, les Arabes voient d'un mauvais œil le sionisme, car à leurs yeux, la restauration d'un foyer national juif en Palestine représente une plaie géographique dans le projet panarabe. Cette hostilité monte d'un cran lorsque les puissances européennes s'emparent du Moyen-Orient et divisent les Arabes par des démarcations territoriales propres à l'imaginaire occidental. C'est à partir de là que les frontières palestiniennes deviennent peu à peu connues de ses habitants arabes. Pour régler les troubles en Palestine, la communauté internationale propose alors de la départager en deux, un État pour les Juifs et un État pour les Arabes. Les Juifs acceptent, mais les Arabes refusent. Le 14 mai 1948, l'indépendance de l'État d'Israël est proclamée par David Ben Gourion, et dans les 24 heures, les pays arabes lui déclarent une guerre d'anéantissement. Seul contre 5, Israël fait mentir tous les pronostics et finit par l'emporter. À l'issue de la guerre, 700 000 Arabes de Palestine ont fui vers les États voisins. En Jordanie, en Syrie et au Liban, les réfugiés sont internés dans des centres. Dès lors, les gouvernements arabes leur refusent la citoyenneté et les tiennent délibérément à l'écart des autres Arabes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en empêchant leur intégration, les réfugiés vont peu à peu développer une identité et un nationalisme singulièrement palestiniens. Un atout politique et démographique majeur à exploiter contre l'État hébreu. C'est donc à partir des années 50 que le narratif d'un peuple arabo-palestinien prend forme. Il construit a posteriori le récit d'une conscience nationale antérieure à l'État d'Israël, en s'appuyant notamment sur des éléments culturels censés incarner une culture distinctement palestinienne, comme le kéfier, les knafés, les danses d'Abké ou encore le tatriz. Mais en réalité, ce patrimoine n'a rien de spécifiquement palestinien. Il est propre aux traditions arabes du Proche-Orient. C'est seulement en réaction à Israël qu'ils sont réinterprétés comme les symboles distinctifs d'un peuple palestinien historique. Ça n'est pas un hasard si l'organisation de libération de la Palestine, fondée par Yasser Arafat, ne voit le jour qu'en 1964 et qu'il faut attendre 1988 pour que le drapeau palestinien soit officiellement adopté. D'ailleurs, ce drapeau est lui-même emprunté à un parti syrien, le Baas, qui reprend les couleurs du drapeau panarabe des années 20. Vous l'aurez compris,
L'identité arabe palestinienne s'est forgée non pas en dépit, mais en réaction à Israël, notamment à travers un récit victimaire qui alimente depuis un rejet de tout compromis avec l'État juif. 75 ans après, la plupart des descendants d'ex-Palestine britanniques vivent toujours dans ces centres de réfugiés répartis au Proche-Orient. C'est comme si aujourd'hui en France, les descendants des Pieds Noirs qui ont fui l'Algérie en 1962 vivaient encore dans des campements à l'écart de la population française. Avec le temps, ces centres palestiniens sont devenus de véritables villes administrées par l'UNRWA, qui est elle-même devenue un acteur à part entière du militantisme palestinien et même dans certains cas du terrorisme. D'ailleurs, seuls les Arabes palestiniens ont droit à une agence de l'ONU qui leur est spécifique. Tous les autres réfugiés de la planète sont soumis à une agence générale, le HCR. Même double standard en matière de moyens. L'ONU alloue aux réfugiés palestiniens un personnel humanitaire de 28 000 employés. C'est 4 fois plus que pour tous les autres réfugiés de la planète réunis, qui eux sont de vrais réfugiés. En réalité, la première vocation de l'UNRWA n'est pas humanitaire, mais politique, celle de perpétuer le statut de réfugiés des descendants des Arabes de Palestine, d'entretenir leur hostilité vis-à-vis d'Israël et de tout faire pour que ces derniers ne soient jamais intégrés dans les sociétés arabes dans lesquelles ils vivent depuis 75 ans. En 1948, on comptait près de 700 000 réfugiés de Palestine. À cause de l'UNRWA, on en compte aujourd'hui 6 millions. Leur manuel scolaire endoctrine leurs enfants à la destruction d'Israël et à la haine des Juifs. Leurs fonds humanitaires sont régulièrement détournés pour le compte des terroristes. Leurs locaux exploités comme des caches d'armes du Hamas, et le tout financé à hauteur de centaines de millions d'euros par les citoyens de l'Union européenne et des États-Unis. L'ONG UN Watch a même récemment révélé que 12 membres de l'UNRWA avaient pris part au massacre anti-juif du 7 octobre et que 1200 de ses employés appartiennent à des organisations terroristes. Quel rapport avec Rima Hassan ? Eh bien, Rima Hassan a précisément grandi dans les centres de l'UNRWA, près d'Alep, en Syrie. Elle est le pur produit d'un système pensé pour entretenir le narratif victimaire palestinien et l'absolutisme anti-israélien. Voilà pourquoi la militante franco-syrienne affirme « Les Palestiniens sont des victimes et qu'ils doivent chaque jour réexpliquer au monde leurs conditions de victimes. » Voilà pourquoi sur Instagram, elle fait l'apologie de l'intifada dont elle connaît parfaitement la dimension meurtrière et appelle ouvertement à l'éradication de l'État d'Israël. Enfin, voilà pourquoi derrière son sourire et une sophistication de surface, Rima Hassan légitime publiquement les atrocités du Hamas qui le 7 octobre dernier a massacré, mutilé, brûlé, violé, torturé et kidnappé des milliers d'innocents israéliens. Le statut de réfugié a un sens, celui de venir au secours de personnes en détresse. En le manipulant à des fins politiques, en faisant de lui l'instrument d'une campagne idéologique au relent anti-juif et génocidaire, Rima Hassan, l'UNRWA et l'écosystème anti-israélien dévoient ce statut de sa fonction sacrée. À titre personnel, Rima Hassan n'a pas voulu débattre avec moi. Elle m'a elle-même avoué choisir ses propres contradicteurs. Alors à sa question... Au nom de quoi ? Moi, je ne pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents. Au nom de quoi ? Je réponds la chose suivante. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Juifs ont restauré leur indépendance sur leur terre natale d'Israël, et ce, au mépris du colonialisme arabe et des autres empires qui l'ont occupé. Par conséquent, je crains que tu n'aies pas plus de droits sur la Palestine que les descendants des Romains, des Grecs, des Babyloniens, des Ottomans et de tous les autres peuples qui l'ont colonisé. Que cela plaise ou non, depuis 1948, la décolonisation juive est une réalité. Israël est une réalité.